Monsieur Pitov Komar, comment allez-vous? Très bien. Je suis très honoré de vous recevoir sur le Média Vision, qui est un média français et qui a pour but de vouloir vraiment mettre en œuvre et mettre en valeur les personnes qui ont un portrait et un parcours assez enrichissant dans certains domaines. Et vous, il me semble que le domaine du cinéma fait partie de vos passions. Effectivement. En tout cas, un grand merci de m'interviewer, d'avoir pensé à moi. Et oui, le cinéma, c'est vraiment ma passion, ma vie, c'est tout, quoi. Alors, Tout, en fait. Voilà, c'est le cinéma, mais c'est tout ce qui va autour, en fait. alors moi, je suis une personne qui est fan de cinéma, qui a une cinématographie assez riche. Et c'est vrai que quand j'ai un petit peu regardé un petit peu ce que vous faites, quand j'ai regardé un petit peu votre passif, je me suis rendu compte que vous êtes quelqu'un qui a pour but de vouloir toujours arranger les choses qui sont assez gore dans le cinéma de science-fiction. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous en êtes arrivé à votre première passion, qui est le cinéma? Comment vous en êtes arrivé là? Alors, c'est une très longue histoire. Je m'en doute. Ça a commencé quand j'étais enfant. En fait, bon, je suis parisien, né à Paris. Et à l'époque, il y avait toujours d'ailleurs, mais il y avait beaucoup, beaucoup de cinéma à Paris. Ok. Et alors, les cinémas de quartier, moi j'habitais dans cet arrondissement. Et j'avais le quartier latin qui était à côté, Saint-Germain, Montparnasse. Donc j'étais vraiment entouré de cinéma. Et j'ai passé le clair ma adolescence, évidemment, au cinéma. À voir tout un tas de films, à avoir une culture très éclectique sur tout. Après, bon, bien sûr, la télévision aussi, hein. Mais ce qui me passionnait surtout, c'était l'expérience de la salle. C'est-à-dire de se retrouver pendant 2 heures dans une salle fermée, dans le noir, et être captivé par une image, par un son, et voyager au travers d'une histoire, au travers des personnages. Donc c'est vraiment ce qui me fascinait en tant que gamin. Et ma première passion par rapport à l'image a été la photographie. Ok. C'est-à-dire que ma mère était artiste, ma mère était dessinatrice de mode à l'époque pour Petit Bateau. Elle faisait des dessins d'enfants et elle m'a évidemment, quand j'étais gamin, j'allais à des écoles de dessin le mercredi et le jeudi, suivant les années. Et bon, je n'étais pas très bon. Ça n'était pas le meilleur. Mais j'aimais ça. Mais j'étais attiré par le visuel. Et je ne sais pas, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Et je me suis trouvé une passion pour la photo. Et je me suis acheté mon premier appareil photo. Donc c'était évidemment la pellicule. Bien sûr. Du coup, j'ai voulu évidemment développer mes photos. Donc je me suis installé un petit laboratoire à la cave. Et je passais le quart de mon temps à faire des photos, les développer, comprendre comment ça marche, etc. Et vraiment, j'avais cette fascination et cette obsession de créer des images, d'essayer de raconter des histoires au travers d'images, donc qui était un peu les prémices du cinéma. Et à l'époque, j'avais des copains qui étaient du Super 8, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Ok. Le côté, bon, ils faisaient un petit court-métrage en Super 8, mais j'étais pas, c'était pour moi très très limité, en fait, parce que par la qualité de l'image, par ce qu'ils pouvaient faire, c'était les potes qui étaient des acteurs et tout. Hein. Vous aviez déjà en fait une image profonde de ce que vous vouliez mettre en place sur la durée, quoi. Donc c'est-à-dire dès le début, vous étiez déjà même en profondeur. Par rapport à la qualité, ouais, par Ok. rapport à la qualité, par rapport à aller plus loin quoi, que de faire des films Bien d'enfants sûr. et trucs comme ça. Et donc j'ai vraiment, vraiment travaillé la photo beaucoup. Et mon premier travail de vacances, j'avais, je sais pas, 15-16 ans, un truc comme ça, c'était assistant photographe Ok. chez les gens qui faisaient des photos d'audiovisuel. Ok. C'est-à-dire qu'à l'époque, le cinéma le cinéma industriel ou le cinéma voilà, de corporate, je ne peux plus parler en français, le cinéma d'entreprise, voilà, c'était, il y avait les films qui étaient faits en 16 mm, 35 mm, qui étaient très chers. Et il y avait beaucoup de sociétés qui faisaient appel à des diaporamas. Ok. Donc pour les fortes entreprises, pour présentation de sociétés. Hein. Donc ils faisaient des diaporamas avec des sons, etc., des fondus enchaînés entre les diapos. Hein. Et c'est une sorte de mini-film, en fait. Et donc moi j'étais assistant photographe dans cette boîte pendant les vacances. Et donc j'étais halluciné parce que à la fois je participais, j'avais ma passion qui était l'image, et puis le côté raconter des histoires au travers de diapos, ça me fascinait.
Et comment, quelque chose d'inattendu dans ma carrière. Donc j'ai passé le bac, etc. Et puis à l'époque, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas comment me Vous arrivez diriger, hein. à gérer la vie privée à ce moment-là, entre la vie privée et votre passion? Parce que c'est vrai que c'est quand on commence quelque chose, on a ce choix-là en se disant est-ce que on va totalement se mettre dans notre vie privée, on va aller à l'école, on va sortir avec les amis, on va plus profiter, ou soit on va aller de l'autre côté, on va se dire écoute, là c'est le moment, je vais être perfectionniste dès le début pour arriver à un but et un objectif qui va être très élevé. Non, c'était au contraire, ça allait avec. C'est-à-dire que pour moi, la photographie, c'était photographier les gens, c'était faire participer mes amis, photographier mes copains, mes copines. J'avais une passion à l'époque qui était le cheval. Ok, Donc je faisais des compétitions incroyable. à cheval et je faisais des photos de chevaux. Et évidemment, voilà, voilà, je mélangeais vraiment mes passions en fait. D'un côté le cheval et le côté de la photo. Donc c'était vraiment une époque assez extraordinaire pour moi. Et puis, donc, j'ai passé le bac. Vous l'avez eu? Je l'ai eu. Magnifique, En incroyable. plus, et mon truc, en fait, j'étais flemmard. Ok, Et j'ai la chance d'être bon en maths et en physique. Donc, j'ai eu un bac C, à l'époque, ça s'appelait C, hein, parce que j'étais bon en maths, en fait. À la sortie du bac, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'étais un peu... le cinéma, bon, me faisait un peu, quelque part, un petit peu peur. Il n'y avait pas d'école. À l'époque, il y avait l'IDEC qui est devenu la FEMIS et l'école de Vaugirard. Mais je n'avais pas envie c'était à l'époque considéré comme vachement intellectuel et tout, ça ne m'intéressait pas. Et donc, je vais faire un test d'orientation. ok. Oh, alors, ça se faisait à l'époque. On dessinait des carrés, des ronds, des rectangles, etc. Pour essayer de savoir quel est votre aspiration et tout, hein. Et à la fin de la journée, la personne m'a dit, écoutez, voilà, vous avez le sens de l'espace, vous avez un côté à la fois scientifique et artistique. Je crois que pour vous, un bon métier serait architecte. Ok. Effectivement, sur le papier, bon, d'un côté, il n'y avait pas cinéma dans leur fiche, donc ils ne pouvaient pas m'indiquer Ouais. le cinéma. Et architecte, pourquoi pas? Et donc, du coup, je rentre aux Beaux-Arts. En architecture. Et à l'époque, ce qui était terrible, c'est que c'était dans les années 75, 14, 15, un truc comme ça. Et il y avait une espèce de lutte entre les ingénieurs et les architectes, en sens où les architectes étaient vraiment les gens qui étaient les artistes, et les ingénieurs étaient les techniciens. Et sur les gros projets, souvent l'architecte était réduit à choisir la couleur des rideaux de la moquette, hein. Ok. Donc, ce qui n'était vraiment pas, c'est pourquoi 8 ans d'études, machin, ouais. etc. Ou 6 ans d'études, c'était vraiment pas le truc qu'on voulait faire. Donc moi, je voyais les étudiants en 6e année qui pleuraient parce qu'ils ne trouvaient pas de boulot, hein. Donc, au bout de quelques mois, aux Beaux-Arts, bon, c'est sympa les Beaux-Arts, mais voilà, j'ai pas la passion de l'architecture Ouais, vous à ce n'êtes point-là. pas assez passionné par ça, en fait. Non, C'est j'étais pas pas. ce qui vous Voilà, intéresse. j'aimais l'architecture, mais c'était pas un truc auquel j'aurais pensé en fait. C'était plus un truc qu'on avait soufflé qu'autre chose. Donc, je laisse tomber. J'ai dit, écoutez, les gars, moi ça m'intéresse pas, j'arrête. Et donc j'étais en cours d'année universitaire, donc je n'allais pas rien faire pendant un an avant de trouver un autre truc. Donc du coup, je retourne chez les gens avec qui je travaillais, avec qui je faisais de la photo, hein, pour finir mon année, gagner un peu d'argent et m'amuser, etc. Et là, je rencontre... j'ai toujours cette idée quand même d'arriver à faire du cinéma. Et là, je rencontre un de leurs amis qui était monteur de film. Et donc, je demande à ce gars, alors, etc., moi j'aimerais être réalisateur, comment on peut devenir réalisateur, comment on fait des films. Et le mec me dit, écoute, voilà, moi je suis monteur, je monte des films. Et le montage, en fait, d'abord, pour être réalisateur, il y a plein de parcours. Okay. Il y a pas des acteurs peuvent devenir réalisateurs, des caméramans peuvent devenir réalisateurs. Le régisseur peut devenir réalisateur. N'importe qui, en fait. Okay. N'importe qui peut devenir réalisateur. Il y a pas... En tout cas, une personne qui a l'œil cinématographique et qui a cet œil fin peut devenir réalisateur. Oui, c'est plus que l'œil. Bon, on en parlera après, c'est plus que l'œil, en fait. Okay. C'est une volonté profonde de raconter des histoires, okay, au travers d'un œil. Mais c'est vraiment cette volonté de vouloir mettre en image une émotion, une histoire, une peur, un truc. Voilà, c'est un transport, une matérialisation d'une idée. Okay. Et il me dit, ouais, bon, le montage, c'est vraiment un truc un peu central qui va te permettre de comprendre comment ça se passe et de voir si ça te plaît. Et je dis, ouais, bien sûr, avec plaisir, je ferai un stage. Alors, l'ironie, c'est que, là, on est en 1975, l'ironie, c'est que le mec faisait des films porno.
Et j'ai donc commencé ma carrière en tant que stagiaire monteur sur les films de cul, de l'époque des pornos. Et c'était vraiment le tout début des pornos, Référence qui étaient des incroyable. films, ouais, non, c'est marrant, hein, qui étaient des films qui étaient faits en 35 mm. Ok. On tournait pendant une semaine, 2 semaines, suivant les budgets, et les films sortaient en salle. Ok. C'est-à-dire que c'était pas du tout les trucs pornos qui avaient sur Internet. Ouais. Filmés On n'avait pas avec cette un iPhone. interdiction qui censure, une censure vraiment. C'était le début de la censure. Ok. C'était peu de temps après que j'ai commencé, est arrivé ce qu'ils appelaient la loi X, hein, Ok. qui obligeait les salles à être classées X, c'est-à-dire qu'il y avait des salles qui pouvaient passer du porno et pas autre chose, Ok. et les salles qui passaient les autres films et qui n'étaient pas du porno. Ok. Donc ça, c'est arrivé assez rapidement. Et donc à cette époque-là, quand j'ai commencé, les films de porno, c'était comme des films d'action, Ouais. donc un scénario relativement simple, Ouais, bien sûr. et toute l'idée du scénario, c'est pourquoi le couple arrive à baiser. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, moi j'avais 18 ans. nouveau, C'était plutôt tout tout frais. nouveau, tout frais. Donc j'ai commencé ma carrière comme ça. Et bon, je vais raccourcir un petit peu parce que sinon ça va prendre trop de temps. Hein. Et donc cette personne, cet ami qui s'appelle Jackie Cohen, qui est devenu un des réalisateurs stars du porno de l'époque, qui a fait autre chose après, mais qui était un mec très, très brillant dans son domaine, m'a pris sous son aile. Ok. Et donc, il était monteur. Donc, je suis devenu assistant monteur, monteur. Ensuite, il est devenu réalisateur. Il m'a pris comme assistant réalisateur. Il vous faisait confiance. Ah oui, complètement. Et Ok. moi aussi, de l'autre Ouais, côté. bien sûr, bien sûr. Arrivé Et à de- 18 ans comme ça, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et mais c'est comme ça. À l'époque, le cinéma, il n'y avait pas d'école. Donc, pour apprendre, on apprenait sur le tas. Ok. Donc, on partait de zéro. Et Autodidacte un petit peu. Complètement, 100% Ok, autodidacte. incroyable, magnifique. Et donc, sur les films de porno, le truc, c'est qu'il n'y avait pas état d'âme, il n'y avait pas de... les choses étaient vachement simples, en fait. C'était des vrais films, hein, mais l'équipe technique était pas regardante à vous laisser faire ce que vous voulez. Donc là, c'était un peu comme être à l'université, en fait. Ok. J'ai fait ça pendant près de 5 ans. Et j'ai fait, je ne sais pas combien de films, une vingtaine de films. Et j'ai eu la chance dans tous les films que j'ai pu faire, j'ai pu essayer tous les postes de production. Ok. Ce que je n'ai pas fait, c'est acteur de porno Ouais. et maquillage, coiffure. Ok. Mais tout le reste, électricien, caméraman, voilà, j'ai eu la chance de mettre mes mains dans le cambouis, comme on dit, et de vraiment essayer tout dans le cinéma. Parce que pour moi, être réalisateur, c'est savoir. Ok. C'est pour diriger les gens, il faut comprendre tout ce qui se passe. Il faut comprendre, il faut être à la limite capable de faire le truc à la place de l'autre. On est dans une empathie professionnelle en fait. C'est-à-dire que chaque poste doit être connu par le réalisateur, la sensibilité, le sentiment qu'il a quand lui il est sur ce poste-là. Le réalisateur doit sentir en fait tout ça sur son équipe. Pour Pour moi, bien ouais. travailler. Pour Ok. moi, c'est comprendre ce que fait l'autre, aider, et c'est... Un réalisateur est quelqu'un qui demande des choses, qui demande la participation de son équipe et qui demande à ce que l'équipe le comprenne. Ok. Mais pour que quelqu'un te comprenne, il faut que tu comprennes l'autre. Bien sûr. Donc pour moi, c'était important et capital de pouvoir voir un plateau de cinéma sous tous les angles, quels qu'ils soient, pour en tirer le maximum, en fait. Ok. Donc voilà, le passage du porno a été quand même assez rapide, mais assez extraordinaire pour ça, au niveau de ma culture générale cinématographique. Et est arrivée la vidéo. Ok. Donc, et tout d'un coup, mais c'est vraiment carrément du jour au lendemain, l'ascension de Marc Dorcel et l'ascension de Marc Dorcel et les cassettes vidéo, hein, qui a fait que le cinéma en salle est mort, mais en l'espace de quelques mois, plus personne n'allait au cinéma en salle. Donc Ok. l'industrie s'est vraiment transformée en vidéo. Et moi, voilà, faire des films en vidéo pour nous, etc., c'était pas mon truc. Donc j'ai pris mon recul de ça et j'ai cherché d'autres boulots. Et c'est là où je suis rentré vraiment dans un autre cinéma. Avec mon curriculum vitae, je pouvais pas espérer rentrer dans le cinéma normal. Bien sûr. Donc, ce que j'ai pu trouver, c'est réaliser des films d'entreprise, des pubs, des trucs comme ça. Et c'est là où j'ai fait mes premières armes vraiment de réalisateur, à diriger des petits films, etc. Ok. Et mon passé de monteur à l'époque m'avait vraiment donné ce côté un peu technique et cet amour de la technique que j'avais déjà avec la photo et avec d'autres trucs, de vraiment
de jouer sur les deux tableaux, en fait, de comprendre comment on allie l'artistique avec la technique. Ok. Et c'était vraiment le début de la vidéo. Et je me suis pris l'amour pour la vidéo. Même si j'aimais pas l'image des vidéos, c'est-à-dire que quand on vient du cinéma, à l'époque, l'image des vidéos était électronique, était pas très belle. Malgré ça, en fait, le fait de manipuler l'image m'intéressait. J'ai commencé donc à jouer avec les régies vidéo de l'époque, Ok. à faire les trucages comme je pouvais m'amuser avec. Vous faites partie des premières personnes à avoir fait des trucages, en tout cas. C'est ce que- Voilà, alors ça m'a amené, bon à l'époque, tu trucage vidéo, tout le monde en faisait, mais ça m'a amené, cette passion pour le trucage m'a amené en fait à pousser la technologie, à pousser pour aller vers la technologie encore plus. Ok. Et donc, à l'époque, je me suis associé avec des gens et on a monté le premier studio de vidéo en France qui utilisait du digital, du numérique. Ok. Et j'ai été le premier à croire à ça, donc à convaincre mes associés d'acheter cette machine, qui était la première machine au monde à faire des effets numériques pour la vidéo. Et donc là, j'ai démarré une deuxième carrière, qui était les effets spéciaux, et je suis devenu assez rapidement star de la pub. Là, on est dans la boîte, on l'a montée en 85, Ok. donc fin 85, début 90. Vous avez déjà combien d'années d'expérience là dans le monde du cinéma déjà un petit peu? Une quarantaine. Déjà, ouais. Ah non, dans le cinéma, ouais. Ouais. J'ai commencé en 75, et là, on est en 90, quoi. Ok, donc on est déjà bien avancé dans votre. Ah bah j'avais fait plein de films, ok. des films de cinéma, des films de vidéo, donc, la photo, donc c'est ma passion, c'est ma vie, quoi, c'est Bien moi. sûr. Qu'est-ce qui vous a emmené à être aussi ambitieux avec vos compères là, à ce moment-là? Je suis un passionné et un jusqu'au boutiste. Ok. Quand je fais un truc, j'aime aller jusqu'au bout, sans limite, je fonce, quoi. Je fonce. Et pour moi, j'avais eu à l'époque cette révélation. Donc, quand on a évoqué le fait de monter un studio, etc., donc il y avait une boîte anglaise qui s'appelait Cantel à l'époque et qui avait un représentant à Paris. Et j'appelle le gars pour qu'il m'explique quel est le matériel qu'il avait, etc. Et le mec me décrit la machine qu'il venait de mettre en vente. C'était une toute nouvelle machine. Et quand le gars me décrit ce que faisait la machine, tout d'un coup, j'ai eu comme une lumière divine, carrément, où tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est ça, voilà, ce que je veux, comment ça va marcher. Le mec me décrit exactement ce dont j'aurais rêvé. Et effectivement, ça a été le cas. Et c'est comme ça que très rapidement, je suis devenu star de la pub à Paris. J'ai voulu... donc, à l'époque, c'était limité à la télévision, en fait. Ok. C'est-à-dire que la définition du digital qu'on avait à l'époque était ce qu'on appelle la SD, la basse résolution aujourd'hui, mais qui ne permettait pas de faire du cinéma. Okay. Mais on faisait des clips, on a fait tous les clips de Prince, de Madonna, de machin, etc. On était vraiment dans ces sphères-là. La technicité était déjà un peu plus poussée quand on fait ce genre d'artistes-là qui sont déjà assez quand même. Oui, carrément. En plus, et à l'époque, dans les pubs, au niveau technique, j'ai fait toutes les plus grosses pubs qui sortaient en France, et je travaillais avec des gens comme Mondino, comme Jean-Paul Goud, donc vraiment les grosses stars de l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, avec qui après j'ai travaillé, et j'ai vraiment développé des rapports très proches. C'était un peu mes frangins, quelque part. Mais j'avais cette obsession qui était de vraiment vouloir aller vers le cinéma. Mon rêve d'enfant, c'était faire des films, faire du grand écran. Et j'ai réussi à trouver des moyens technologiques pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec cette boîte qui s'appelle à l'époque Durand Dubois, on a développé un système numérique pour truquer des films. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un peu... Ouais, je m'en doute. Ça va faire chez tout le monde. Mais voilà, on était passé tout d'un coup à être capable de faire de la vidéo à faire du cinéma. Et le premier film que j'ai pu faire en trucage, en fait, était Delicatessen de Caro et Jeunet. Et ça a été vraiment la première porte vers le cinéma. Et après, le deuxième film, qui n'était pas non plus n'importe quoi, c'était Les Visiteurs. Ok, donc j'ai fait les trucages à l'époque du premier Les Visiteurs. C'est une vraie référence. Carrément. Et donc voilà, et là tout est parti dans le ciel.
Après, donc, les visiteurs, j'ai fait La Cité des Enfants Perdus, encore Ok. avec Caro et Jeunet, où là, on a développé le logiciel que j'avais fait écrire d'effets spéciaux pour la boîte. Et voilà, et on s'est équipé de caméras. On avait ce qu'on appelle un motion control, qui est une caméra pilotée par ordinateur. Voilà. Ok. On a vraiment développé le studio, vraiment, vraiment. Et mon rêve de l'époque, c'était de créer le ILM français. ILM étant la boîte d'effets spéciaux montée par George Lucas pour Star Wars, Ok. qui était la boîte de Oui, référence. de référence. Hein. Toujours une référence. Et donc mon rêve, c'était ça. C'était de faire en France un ILM et être capable de faire des films à la Star Wars, à Star Wars. De faire des films du niveau de Star Wars et autres en France. Donc on est déjà dans une ambition où on sait que le cinéma américain a quand même une avancée par rapport au cinéma français. Ah ben carrément, avancer technologique, bien sûr. Ouais, Alors bien sûr. après, on peut, c'est une question de point de vue. Je parle pas de qualité de film, de qualité intellectuelle, on va dire, de cinéma, mais la technologie, la technicité a toujours été largement supérieure aux États-Unis que partout dans le monde, en fait. Et donc, pour moi, arriver à ce niveau-là était le rêve. Et donc, j'ai fait tout. Après, dans tous les films que j'avais fait, il y a un autre film remarquable qui était Grosse Fatigue de Michel Ok. Blanc, Ouais. et dans lequel Michel Blanc. Mon père l'avait en cassette. C'est vrai? Ouais. Ah, j'adore. Mon père l'avait. Et Michel Blanc, donc, avait un double dans le film. Et donc, il fallait faire deux Michel Blanc, faire les trucages pour avoir deux Michel Blanc qui se parlent et tout. Et le vrai challenge du film était qu'on ne devait pas s'apercevoir du trucage. On devait croire qu'effectivement, que Michel Blanc avait un sosie et que c'était vrai, quoi. Ok. Donc voilà, donc c'est pareil pour le film. Et Paris, que j'ai réalisé, en fait. Et à tel point que un de mes grands grande fierté, c'est qu'il y a pas mal de gens qui me disent: tiens, c'est marrant, j'ai vu ton nom au générique de Grosse Fatigue, mais t'as fait quoi sur le film? J'ai pas fait d'effets spéciaux. Je dis, ah, yeah, merci. Victoire. Yeah, Victoire. trop bon. Et le film, d'ailleurs, après, m'a valu d'avoir un prix à Cannes. Donc, j'ai eu le grand prix des effets spéciaux, le grand prix technique de la CST. C'est un grand film, hein, Grosse Fatigue. Oui, non, c'est un bon. Très bonne, L'idée était vraiment bien. Donc, j'ai eu le grand prix des effets spéciaux à Cannes, le grand prix de la CST à Cannes. Et j'ai été nommé chevalier de l'art des lettres. Incroyable. Je suis chevalier. Donc vous êtes un chevalier là devant Je suis un moi. chevalier, tu peux me dire Incroyable. chevalier. Très noble. Ouais, très C'est noble, très noble. Incroyable. Et voilà. Et donc voilà, et voilà, puis ça a continué. J'ai bossé avec Luc Besson sur Jeanne d'Arc. Voilà, vraiment, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens sur plein d'horizons différents. Et dans tout ça, un moment qui a été vraiment une bascule a été Alien. Donc, Jean-Pierre Jeunet, donc avec qui j'étais vraiment proche, donc c'est vu confier Alien 4, Alien Résurrection par Fox. Et la Fox voulait vraiment du Jeunet, en fait. Okay. Ils étaient tombés en amour pour Jeunet, ils avaient aimé La Cité des Enfants Perdus et voulaient que Jeunet amène son équipe pour faire Alien comme il avait fait La Cité. Okay. Donc Jean-Pierre me demande de venir avec lui à Hollywood à l'époque pour faire les films, évidemment. C'est votre première fois à Hollywood à ce moment-là? Et c'était mon premier passage à Hollywood, absolument. Et donc on est parti pendant 1 an à Hollywood avec une équipe de Français. Donc j'ai amené mon équipe de France pour faire les effets spéciaux à Hollywood. Et ce qui était quand même assez, à l'époque, incroyable, c'est que c'était un petit studio français qui faisait qui faisait les effets spéciaux d'un gros film. Mais on a vraiment travaillé en gitan. C'est-à-dire on a amené, sans les connaître, donc on a amené le software que j'avais développé en France. Okay. On avait loué les machines ici à Hollywood pour faire tourner le truc, et on était illégaux. Okay. À part moi, qui était engagé par la Fox et qui avait le statut officiellement superviseur des effets spéciaux, et puis après je suis devenu aussi metteur en scène de l'équipe sur Alien, donc moi j'avais mon visa, machin, etc. Mais tous les gars que j'ai ramenés de France venaient là avec un visa touriste. Parce qu'on n'avait pas le temps de demander les visas, machin, etc. Puis c'était compliqué. Donc du coup, on a vraiment fait ça en sous-marin pendant près d'1 an.
l'équipe de Français qui étaient là à bosser dans un parking pour faire les effets d'Alien. Donc ça, c'était une expérience quand même qui était extraordinaire. Et donc moi, sur ce film-là, en plus des effets spéciaux, donc Jean-Pierre m'a confié le poste de metteur en scène de deuxième équipe. Et sur un film américain, metteur en scène deuxième équipe est la personne qui dirige tous les plans où il n'y a pas les acteurs principaux. Ok. Donc sur un film d'action, c'est tout ce qui est effectivement les cascades, les machins, les trucs, où il n'y a pas où on travaille avec les doublures, avec les cascadeurs, etc. Donc Jean-Pierre m'a confié ça. Et du coup, je me suis retrouvé à réaliser un gros tiers d'Alien, que j'ai tourné moi. Toutes les grosses scènes d'Alien avec les aliens, l'essence de l'alien, où on voit pas Sigourney Weaver. Ouais, bien sûr. C'est moi qui les ai tournés entièrement. Okay. Jean-Pierre venait faire les gros plans de Sigourney. Référence dans le cinéma américain, Alien. Ah bah oui, carrément. Carrément. Okay. Donc voilà, donc ça a été une chance extraordinaire. Et du coup, quand je suis rentré en France, après, donc là on est en 97, quand je suis rentré en France, d'un coup, je me suis dit, après l'expérience que j'ai eue d'Alien, où à l'époque sur Alien, ma seconde équipe était plus grosse que n'importe quelle première équipe française. Donc je suis revenu bourré à fond, en me disant, maintenant je suis capable d'être mon propre réalisateur et de faire le film moi-même. Et j'ai commencé à chercher, à réfléchir à des scripts, etc. Et à l'époque, j'avais fait 2 films avec Dominique Farrugia. Ok. Et Dominique vient me voir avec un script et me dit tiens, j'ai un script là que j'ai fait écrire. Alors il y a plein d'effets spéciaux, mais le truc c'est que je sais pas si on sait faire ça en France. Est-ce que tu pourrais lire ce script, me dire ce que tu penses, et si tu penses qu'on n'est pas capable, à ce moment-là j'irai aux États-Unis pour le faire. Et il commence à me parler, il me dit alors c'est l'histoire de Vidoc. Alors je dis attends, Vidoc, j'ai grandi avec toi, Vidoc, la série télé quand j'étais gamin, j'adorais quoi. Il me parle un peu du script et je lui dis attends, tu sais moi ma grosse envie aujourd'hui c'est être réalisateur, et un film comme Vidoc c'est pour moi quoi. C'est le moment quoi. C'est pour moi. Et Dominique me dit écoute, j'ai pas pensé à ça, je réfléchis. Une semaine après, Dominique m'envoie le script et me dit voilà, lis-le comme réalisateur. Et là, c'était le départ de la grande aventure. On peut dire que c'est le moment décisif à ce moment-là de votre carrière. Alors là, c'est le vrai virage. Tout d'un coup, c'est le vrai virage où je mets de côté, sans mettre de côté toute ma carrière d'effets spéciaux, en me disant là, maintenant, j'arrête les effets spéciaux en tant que superviseur d'effets spéciaux. Maintenant, je me consacre uniquement à mon rêve d'enfant, qui est réaliser un film. Et avec tout ce qui allait derrière, tout le côté technologique, tout le côté innovateur que j'amenais avec moi, je voulais vraiment faire un condensé de tout ça dans un film. Okay. Et ça a été vraiment le début de l'aventure. Ouais. Et puis avec un cast incroyable, Gérard Depardieu, Guillaume Canet, voilà, pour dans le mec 2. En plus, j'allais vous demander votre top 5 des acteurs français, pour vous en tout cas, qui... C'est le next level. Ah Gérard, oui, c'est le numéro 1. Moi, et Gérard, j'avais oublié dans les films que j'avais fait aussi, j'avais fait Astérix, le premier Astérix. Incroyable. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Gérard à l'époque. Voilà, qui est un personnage qui est extraordinaire. Alors, je sais, maintenant, il est un petit peu... mais bon, voilà. Mais pour moi, il reste une référence par l'authenticité qu'il avait. Non, c'est clair. Et moi, le Gérard que j'ai vu, que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé à la fois sur Astérix et après sur Vidoc, voilà, c'est un mec incroyable. Un mec qui a un cœur, mais plus gros qu'on peut le croire, qui est d'une grande générosité, qui est d'une culture incroyable. Quand il aime, quand il aime pas. Il est entier, quoi. Il est vraiment entier. J'ai la chance qu'il m'aime bien. Et voilà. Et pour ça, le parcours de Vidoc a été pour moi incroyable. Et donc Vidoc, alors je me suis retrouvé avec ce film à faire. Et avec comment faire ce film. Parce que, voilà, un film d'époque, de KPDP, était un truc où je me disais, voilà, si je devais choisir mon premier film, est-ce que ce serait Vidoc ? Par rapport à la complexité, tout ça, etc.
La réponse est non. Je sais pas ce que j'aurais choisi en premier. Mais voilà, tout d'un coup, le truc m'arrive sur Il vient, c'est un coup du destin. Ah, un cadeau du bon Dieu. Voilà. Le truc qui m'arrive dans les bras, et mon pote, il faut que tu te démerdes, il faut que tu le fasses. Et donc, mon premier truc, c'était, voilà, c'est un film de Cap et l'épée. Donc voilà, j'ai tout, enfin, là tu dis quand j'étais gamin, etc. Cette culture de film évidemment, mais qui avait un côté un peu désuet, qui était plus vraiment à la mode à l'époque en 2000, machin. Faire un film de Cap et l'épée à cette époque-là, c'était un peu ringard. Je pense qu'à ce moment-là, on rentre dans une partie du cinéma qui va découler sur maintenant ce qui se passe. Hein. Voilà. Dans une autre partie du cinéma là. Complètement. Et donc il y avait un côté passéiste dans le film de Cap et l'épée qui m'intéressait pas du tout. Et donc je me dis, voilà, il faut que je veux trouver un angle qui soit différent. Et ma première idée, c'était de faire un film de science-fiction dans le passé. Okay. C'est-à-dire que de me dire, voilà, dans le passé, si la science-fiction existait si le cinéma existait en 1830, quand ça passe en 1830, comment, à l'époque, quelqu'un qui fait un film en 1830 pourrait imaginer un truc de science-fiction. Donc, pour moi, c'était de se référer aux peintres de l'époque. Donc, je me suis inspiré de plein de peintres, Gustave Courbet, voilà, entre autres. Et pour vraiment pour avoir un peu la couleur de l'époque, la texture, rentrer par la peinture. La peinture, c'est un peu la photographie, si on veut dire, mais pas la photographie en tant que cliché, mais plutôt la photographie qui aspire l'époque. Comment les artistes percevaient l'époque, comment ils percevaient les couleurs, les tons, voilà, c'est pour vraiment que le film soit un peu comme une machine à remonter le temps, en fait, qu'on se retrouve en 1830, mais avec les yeux des gens de 1830, pour vraiment faire ce voyage dans le temps. Et après, au niveau visuel, donc je voulais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus moderne, manière de bouger la caméra un peu différente. Et là, à l'époque, mon fils, donc, qui avait une dizaine d'années, 12 ans, comme ça, était fasciné par Tomb Raider, Lara Croft, le jeu vidéo. Classique. Et donc, il passait des heures et des heures à jouer au jeu vidéo. Je pense qu'on a tous passé des heures et des heures. C'est clair. Mais moi, j'ai jamais été joueur, en fait. J'ai toujours eu peur des jeux vidéo. J'ai eu peur d'aimer. Et tout d'un coup, de me retrouver complètement happé par le jeu vidéo. Mais voilà, je prenais toujours un petit peu mon recul par rapport à ça. Mais j'adorais regarder mon fils jouer Lara Croft. Et il y avait un système à l'époque de caméra qui était assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y avait un système automatique où la caméra... Donc, mon fils jouait Lara Croft, mais la caméra, en fait, était automatique. Tout d'un coup, était en point de vue de Lara Croft. Tout d'un coup, elle était en plan large. Tout d'un coup, voilà, c'était une sorte de montage automatique avec la caméra en grand angle. Tout d'un coup, pour moi, il y avait une sorte de grammaire cinématographique qui s'était dévoilée devant moi. Et je me suis dit, c'est comme ça que je veux voir. Il se passe quelque chose là. Il se passe un truc et je me dis, voilà, une caméra comme ça, avec une texture de peinture, c'est Vidocq. C'est comme ça que je vois le film. Et donc, j'ai parti dans cette direction-là. Et après, l'autre truc technologique a été que donc, chercher une matière d'image pour retranscrire ça. Et à l'époque, c'était vraiment les tout débuts de l'image haute définition. Et Sony avait sorti des caméras depuis plusieurs années, mais c'était la démo qui montrait sur les grands écrans HD la finesse qu'ils pouvaient avoir avec la caméra. Et moi, j'étais fasciné par cette image-là. Et un jour, je discute avec Jean de Sony, qui me raconte, qui me dit, voilà, on a la nouvelle caméra numérique là, qui est en train de sortir, et on propose à des gens de l'essayer. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors, je dis, bien sûr. Je veux. Je veux. Et donc, du coup, les gars m'amènent la caméra va voyager dans tout le monde entier pour que les gens l'essayent. Donc, ils me ramènent la caméra à Paris. Et je fais une journée d'essai où j'avais mis les uns à côté des autres une caméra vidéo, une caméra 35 mm, la caméra HD, pour avoir vraiment le sentiment des textures et des matières et comment les caméras retransmettaient cette matière. Et après, parce qu'à l'époque, il fallait remettre ça sur film. Donc, on remet l'image digitale sur film. Et les images étaient extraordinaires. J'étais complètement emballé par cette matière.
Et je me disais, voilà, c'est ce que je veux. Et donc, du coup, on a été amené j'ai poussé tout le monde à ce qu'on Sony accepte de nous passer la caméra et pour tourner ça. Et pour la petite histoire, la caméra que j'avais pour faire les essais, il y avait un numéro de série qui était 00001. Fierté première. Et donc, du coup, comme ça, on a été amené à tourner Vidocq. À ce moment-là, vous savez que vous êtes en avance un petit peu? Ouais, non, je m'en tape. Non, là, c'est pas non, ça. c'était pas le problème. Que, mon problème, c'était pas d'être en avance. Mon problème, c'était j'avais ce putain de film à faire. Je veux qu'il soit qualitatif. Je veux cette image-là, je veux ce rendu-là. Après, c'est tout d'un coup, l'espace-temps disparaît. J'ai l'obsession qui est de faire ce film. J'ai une image dans ma tête. Maintenant, j'ai dessiné l'image dans ma tête. Et je veux l'image que j'ai dans ma tête, je veux la voir sur l'écran. Incroyable. Et donc, donc, on fait le film avec cette caméra-là. Et il se trouve que Vidocq est le premier film qui a été tourné entièrement en digital au monde. Avant Star Wars, avant tout le monde. Premier film tourné et sorti en digital. D'ailleurs, Vidocq est dans le livre des records du Guinness des records. Donc j'ai un recordman là devant moi. Je suis recordman. Magnifique, c'est incroyable. Et voilà. Et donc, et après, bon, le parcours, tout le parcours de la production a été extraordinaire. Avec, voilà, bon, j'ai eu la chance d'être entouré de gens incroyables. Et c'est, voilà, quand la passion est une chose qui se communique. C'est-à-dire que la passion que j'avais, j'ai communiqué aux gens avec qui je travaillais. Et voilà, et c'est le truc qui nourrit, la passion nourrit la passion, qui nourrit la passion, qui nourrit la passion. Et ça a été une aventure extraordinaire. Gérard, donc Depardieu, avait perdu... À l'époque, il était un peu gros. Donc, il adorait le personnage, donc il a perdu du poids. Il y a des séquences d'action. On n'a pas fait beaucoup de séquences d'action, mais il était avec nous. J'ai une histoire avec Gérard, pour ça, qui était assez extraordinaire. C'est que, voilà, le premier jour de tournage, on tournait au... rue Soufflot. En haut de la rue Soufflot. Pas le Panthéon. Bon, ça servait. Bon, on tournait dans un monument de Paris. Je deviens le on tournait en haut de ce monument de Paris qui va me revenir. Et il n'y avait pas l'ascenseur, évidemment. C'est que des escaliers avec 253 marches pour arriver jusqu'en haut. Et c'est le premier jour de tournage, et Gérard devait monter sous le dôme. Et le matin, donc, genre 6h du matin, etc. Et je me dis, voilà, putain, il y a deux solutions. Gérard, ou il accepte, ou il arrive et il dit... Moi, pas de problème. Non. Je lui dis, ou il arrive et il me dit, voilà, 250 marches, ça va pas le faire, vous trouvez une solution, vous amenez un hélicoptère ou un gars, mais ou alors il est là, il est sympa et il monte les marches, etc. Une fois qu'il arrive là-haut, deux solutions. Ou il me déteste et je suis mort jusqu'à la fin du film, ou ça va. Et Gérard, donc le matin, il arrive, je lui dis « Ah, salut Gérard, bon alors, bonne nouvelle, t'as 250 marches à marcher, etc. » Il dit « Oh, ça va le faire. » Et puis il commence à blaguer avec les électros, parce que l'équipement était monté sur des poulies, des machins, etc. Et il dit « Ouais, vous pouvez me monter avec vos poulies, là, quand même, ce sera quand même mieux. » Ben non, Gérard... Et donc, il accepte et il monte les 253 marches. Et arrivé en haut, il dit bon, donne-moi 5 minutes, je prends un peu de mon souffle, mais ça va. Et puis, souriant. Bon, ma première journée n'était pas compliquée, mais voilà, Gérard était là, super souriant, etc. Bon, je vois l'espace, etc. Et puis la journée d'après, ou 2 jours après, je ne sais plus, peu importe, on tournait aux Invalides, où il se passait beaucoup de choses, et là, même chose, on tournait sous les toitures des Invalides, mais sans Gérard. Là, c'était une journée qui était avec les doublures, etc. Il n'y avait pas Gérard. Et donc, on prépare la journée, etc. Et puis, je passe là où étaient les camions et tout. Et il y avait la caravane de Gérard. Et puis, je vois Gérard qui est là. Alors, je lui dis bonjour, salut Gérard, comment ça va Oh, ça va, etc. Puis je dis, mais tu sais, t'es pas en plan de travail aujourd'hui Ouais, je sais, mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai ma fille à aller chercher à l'école à 6h. Donc, si tu as besoin de moi, je suis là.
Il dit, la mâchoire qui descend. Oui. Et je dis, Gérard, Totalement bien sûr. choqué. Mais tu sais, on est en haut des Invalides, machin, etc. Il y a des marches encore à monter. Oh, mais ça va, je prends mon temps. Je prends mon costume et j'arrive. Incroyable. Et là, effectivement, Gérard est arrivé. Et j'avais prévu des plans sans lui. Donc des plans larges où il n'y a pas besoin de Gérard. Mais je les ai fait avec lui quand même, évidemment. Et voilà. Et ça a été comme ça pendant tout le tournage. Incroyable. Et j'ai eu des rapports extraordinaires avec lui. C'était vraiment un don du ciel. Super mec. Ouais, carrément. C'est assez incroyable les anecdotes que vous me racontez parce que c'est vrai que c'est des grands acteurs. C'est un grand acteur. C'est un grand Et monsieur. la simplicité c'est, que vous êtes en train de me dire, je me dis que en fait à travers des grands rôles qu'on voit de certains grands acteurs se cachent des hommes en fait qui ont cette sensibilité aussi humaine et qui sont disponibles pour les équipes qui les engagent. Voilà, et puis voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. S'il est capable de faire ça, ça vient de quelque part. Bien sûr. C'est-à-dire que les personnages qu'il incarne, le truc, c'est lui, quoi. Ça vient de lui, et c'est un animal. C'est un animal. Et à propos d'animaux, aussi pareil avec Gérard, au début, avant le tournage, donc il était pas mal occupé, donc difficile de le voir. Et puis on réussit à le coincer un jour pour essayer les costumes, etc. Et moi, je voulais passer un peu de temps avec Gérard pour parler du personnage, etc. Donc j'essaie de salut Gérard, comment ça va? Ouais, ça va, etc. Bon, il faut qu'on parle un peu de Vidocq, du personnage. Et puis attends, t'inquiète pas, je connais Vidocq. Vidocq, c'est un lion. Bye bye. Incroyable. Et c'est un lion. Vidocq, c'est un lion. Et voilà. Et c'était comme ça pendant tout le temps. C'est-à-dire que tu avais à peine besoin de lui dire quoi que ce soit. Ou quand tu lui disais un truc, c'était une évidence, il comprenait. Et quand il disait Vidocq, c'est un lion, c'est ce qu'il a fait en fait. Et tu apercevais que sur le plateau, il voyait tout. Il savait tout. Il connaissait tout le monde. Il savait ce que pensait chacun des techniciens, ce que faisait qui, ce que faisait quoi, etc. Et pareil pour le personnage. Quand on tournait, donc tout le film est tourné au Steadicam, donc avec une caméra qui bouge, qui le suit, et il avait vraiment la conscience de où est la caméra, savoir exactement quand, sans avoir même besoin de lui dire. C'est-à-dire que tu lui racontais tourner, c'est très facile. Donc je faisais une répète avec une doublure. Pour mettre au point la lumière, le mouvement de caméra, etc. Et puis après, on faisait venir Gérard. Gérard a dit à doubleur, t'as fait quoi là? Bon, tu mets là. Bon, d'accord. Bon, on y va. Et puis on tournait le plan. Facilité à tourner avec lui en fait. Une facilité déconcertante de travailler avec ce genre de personnes. C'est ça avec les génies. Hein. Ouais, c'est ça. Avec les grands acteurs, avec les personnes comme ça. C'est-à-dire que quand tu as quand tu les mets dans une condition de confort, mais pas de confort physique, de confort de travail, que les gens se sentent en sécurité, qu'ils comprennent le personnage, qu'ils comprennent l'espace, qu'ils comprennent et qu'ils ont cette sensibilité, cette puissance, c'est le nirvana, quoi. Quand on arrive à toucher à ça, c'est du divin, parce que tout d'un coup, c'est que du détail, c'est que des petites choses. Et puis tu as un espèce de flot d'énergie, de puissance créative qui est vraiment incroyable. Et avec Gérard, un truc technique, c'est que les acteurs sont assez différents pour ça. Tu as des acteurs qui ont besoin de se chauffer, qui ont besoin de 2, 3, 4, 5 prises voilà, pour y aller. Ouais. Et tu sais qu'au bout de 5 prises, l'acteur il va être dans le truc. Et puis tu en as d'autres, c'est la première prise. Et Gérard, lui, il est bon à la première prise, ou la deuxième. Mais quand on fait plus, il s'emmerde. Et, il est moins bien, en fait, parce qu'il perd l'intérêt, en fait. Et donc, mon challenge sur le tournage, technique avec Gérard, qui était il faut être prêt pour la première prise. C'est-à-dire il fallait que toute l'équipe, la caméra, les effets qui devaient se faire, devaient être rodés comme une machine pour qu'à la première prise, ce soit bon. Qu'il y ait pas que si on fait la reprise, si on refait une prise, c'est pas à cause de la technique. Si on fait une prise, c'est parce que Gérard l'a demandé ou parce qu'on veut essayer autre chose. Mais il faut que la technique soit vraiment derrière et soit au service de ce qu'on filme, en fait, et pas l'inverse. Hein. C'est magnifique, ça fait monter en fait ça fait monter le niveau à tout le monde.
Et oui, Ouais, bien sûr, c'est bien sûr, c'est le bien but, bien sûr. sûr. Incroyable, incroyable. Et à ce moment-là, vous habitez en France? Vous êtes toujours en France? Ou vous Alors, êtes... là, je suis en France. Ok, Donc, revenu de l'expérience d'Alien, etc. Et en France, ravi d'être en France. J'avais fait un petit passage par Los Angeles, hein, ok, pour la caméra. Parce que donc, la caméra, en fait, avait été préparée par Panavision. Panavision, qui est une grande marque de caméras connue dans le monde. Et c'est eux qui avaient préparé la caméra pour nous, hein. Donc, j'étais venu pendant une semaine faire les essais, etc., pour s'assurer que ça allait bien. Donc voilà, ça un petit retour à Los Angeles qui m'avait fait un petit peu un pincement au cœur, parce que j'ai quand même vécu un an là. Et voilà, c'était mon seul passage à Los Angeles durant cette époque-là. Et après, oui, après, évidemment que c'est 100% en France, 100% Paris et tout. ok, incroyable. Et moi j'ai une question, c'est comment vous voyez votre processus créatif quand vous avez un film à réaliser? Comment vous vous comportez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et comment vous faites en fait? Par rapport à d'autres réalisateurs ou comment vous pouvez aujourd'hui expliquer à un réalisateur, un jeune réalisateur qui se lance dans les effets spéciaux et qui veut rajouter vraiment son originalité. Ben, je pense qu'en tout cas, bon, pour tout le monde, chacun a une expérience qui est un petit peu différente, mais pour moi, ça commence à la lecture. Ok, C'est quand, à chaque fois que je lis un script, où je vois les images, où je les vois pas. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc presque mystique. Quand je lis, bon, mystique c'est beaucoup dire, parce que je suis visuel, donc quand je lis, ça me déclenche des images, mais tout d'un coup, quand on lit un script et qu'on qu'on a quelque chose qui se tisse avec le script, c'est comme si je voyais les images défiler en fait. ok, Je lis le truc et je vois que des images commencent à se former, un peu latentes, des fois très précises, des fois pas trop précises, mais qui me donnent une sensation. ok, Alors, ce qui m'intéresse pour moi, c'est de provoquer une sensation, c'est provoquer que le mélange de l'image, du son, de l'histoire, du jeu, etc., provoque quelque chose. Que ce soit de la peur, que ce soit de l'amour, que ce soit de ce qu'on veut, mais pour moi, c'est ça. Le cinéma, c'est une émotion au sens large. C'est pas uniquement ok, pleurer, c'est une émotion quelle qu'elle soit. En fait, c'est que les gens ressentent quelque chose quand ils voient l'image. ok, incroyable. Et, et donc, ouais, dans le processus, c'est d'abord avoir ce premier flash, en fait, et puis à partir de là, commencer à l'analyser et à chercher les références, si c'est possible. Parce que la vraie difficulté à partir de ce moment-là, c'est communiquer. Ok, C'est l'image qu'on a qui se formule dans la tête, c'est être capable de l'exprimer et que les autres la comprennent et pour s'aider à la fabriquer en fait. ok, ok. Vous avez des inspirations au niveau des films qui vous ont donné je veux dire, cet exemple? Oh oui, plein de films. C'est-à-dire que voilà. Donc comme je disais, j'ai une culture assez éclectique. Et voilà, dans les films qui m'ont vraiment marqué quand j'étais gamin, il y avait It Is From the West, Sergio Leone, que j'ai vu au cinéma à l'époque. Je me suis acheté un harmonica pour Ouais, jouer la musique. J'avais le disque, hein, que je passais en boucle. La musique, alors, la musique pour moi est fondamentale. Donc j'ai été les films d'Hitchcock étaient super comment incroyable. touché profondément par la manière dont il raconte les histoires, par l'ambiance, par comment il prend par le bout du nez et de faire les choses. Kubrick, bon, je suis un fan de Kubrick parce que Kubrick, voilà, il a réussi à faire de chaque genre un film culte. Que ce soit la science-fiction, que ce soit le film d'époque, la comédie. Chacun de ces films est un film culte, avec un génie absolu. Voilà, pour moi, c'est un des plus grands génies, c'est vraiment Kubrick, hein. Ok, incroyable. Et parmi les films que vous avez fait, j'ai vu que vous avez fait Catwoman. Oui. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est quand même un film qui est assez. Bah déjà, on a un personnage qui est Alberi,
qui fait transmettre des émotions sur chaque rôle qu'elle fait. Moi, je sais que je l'ai vu sur Monster Ball où elle était incroyable à ce niveau-là. Et là, on passe sur un personnage qui est assez original quand même. C'est Catwoman, c'est une femme qui est super-héros, c'est quelque chose. Comment vous en êtes arrivé à travailler avec elle? Alors ça, c'est beaucoup de chance, en fait. Ok. Première chance, ça a été comment je me suis retrouvé là, en fait. Ok. Premier truc, premier hasard, c'est Vidocq, en fait. C'est grâce à Vidocq, qui était à l'époque un film un peu ovni. Et à Hollywood, ils ont toujours été vachement ouverts sur le monde. Et où est-ce qu'on peut choper les nouveaux talents, que ce soit les acteurs, que ce soit les réalisateurs, que ce soit Hollywood est friand, a besoin de se nourrir, en fait. Et donc, j'étais le hot guy en France qui intéressait les Américains. Donc, premier contact, c'était les agents. Donc, j'étais contacté par un agent qui m'a fait venir à Los Angeles pour faire le tour des studios, donc pour rencontrer tout un tas de producteurs dans les studios un peu partout, pour te proposer des scripts. Et jusqu'au j'ai lu plein de scripts qui me bottaient pas vraiment. Voilà, c'était pas vraiment mon truc. Et un jour, mon agent m'a dit, écoute, voilà, il y a ce script de Catwoman. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, tu décolles ou quoi? Bien sûr que oui. Halle Berry n'était pas encore sur le truc. Mais je dis, attends, donc je lis le script, qui était ce que c'était. Mais voilà, l'idée de faire un film comme Catwoman était un rêve absolu. Hein. Et je dis, bah oui, je veux, je veux carrément. Je suis déçu. Et donc, j'ai rencontré la productrice, rencontré le studio, commencé à faire tout un tas d'échanges, de savoir ce que je pensais, comment je voyais les choses, etc. Et voilà, puis donc, processus très classique de comment les studios t'engagent pour finalement, pour faire un peu, d'abord, ils m'ont demandé de faire un peu les essais en fait, créativement, comment je voyais Catwoman, comment j'allais réaliser. Donc, à l'époque, j'avais engagé une nana pour faire des dessins, pas vraiment des storyboards, mais plus des scènes de référence. Donc, j'ai commencé à faire des études de mouvement pour leur expliquer comment je voulais que Catwoman puisse bouger, pour essayer de faire un mélange entre un chat et un corps de femme. Catwoman, excusez-moi de couper, on est en quelle année? Là, c'était 2003. Ok. 2003. Vidocq est sorti en 2001. Ok. Et Catwoman, voilà, on a commencé en 2002-2003. Ok. Donc même au niveau de la technologie, on avance encore un petit peu. Voilà, la technologie commence un petit peu à s'affirmer. Le grand pas technologique a été Matrix. Okay. C'est-à-dire que avec des personnages en 3D. Donc voilà, Matrix a été vraiment, qui était en 99. Hein, donc c'est vraiment la bascule des effets spéciaux tout d'un coup qui prenait vraiment une dimension autre, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau narratif. Comment on utilise les effets spéciaux au service de la narration et pas uniquement pour faire péter des buildings. Okay. Et donc, ouais, l'aventure de Catwoman a été incroyable à ce niveau-là. Ça veut dire que Alberi, comment vous la trouvez sur le tournage? Alors, ça se passe? Pardon, j'ai perdu le fil. Il me teste à savoir comment je voyais le personnage, comment faire un chat, femme, etc. Et donc j'ai cet artiste qui me fait des dessins. Et on avance dans l'écriture du scénario, les modifications, etc. Puis arrive le choix des actrices. Et donc, à l'époque, voilà, c'était la terre était ouverte, quoi. Qui on prend pour Catwoman? Bien sûr. Alors, il y a un truc qui était assez rigolo à l'époque, c'est qu'il y avait deux films qui se tiraient la bourre chez Warner. C'était Wonder Woman et Catwoman. Ok. Et à l'époque, Wonder Woman, personne ne voulait faire Wonder Woman. Quand les filles, les actrices, ouais, elle est ringarde, machin, petite jupette. Ils n'étaient pas intéressés par le personnage. Alors que Catwoman, de tout le monde. Direct, bien sûr. Et le casting a été assez rapide parce qu'en fait, le nom d'Halle Berry est arrivé assez rapidement. Et quand c'était et moi j'ai dit non, c'est Halle Berry, quoi. Il y a pas
Il n'y a pas de question à se il poser. n'y a pas de questions à se poser. Voilà, elle a tout, quoi. À la fois la beauté, la grâce, l'ambiguïté, l'élégance, la silhouette, elle a tout. Hein. Elle a tout. Hein. Incroyable. Donc c'est là qu'on est parti avec Halle Berry. Hein. Et alors, à l'heure actuelle, vous avez encore des contacts ou vous avez échangé, vous avez vraiment lié. Est-ce que vous trouvez qu'entre elle et Gérard Depardieu, on est dans la même catégorie de grandeur Non, oui et non en fait. C'est pas, ce sont deux personnages très très différents. Ok. Halle est beaucoup plus effacé. Ok. Gérard est quelqu'un qui est plus grand que nature. Halle est plutôt vachement effacé, super, très 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 agréable à travailler, très simple, très très différente. Donc non, moi j'ai très bon rapport avec Halle durant tout le tournage. Et puis après elle est partie faire d'autres choses. Et puis en fait, hélas, je l'ai perdu de vue. Hein. Ok. Aujourd'hui, vous habitez aux États-Unis, Oui. à Los Angeles. Pourquoi forcément vous êtes resté à Los Angeles pour continuer à travailler? Parce qu'il fait beau. Ça, c'est vrai. Non, le soleil, C'est vrai que le soleil, c'est pas, ouais, non, c'est à demi vrai et à demi faux en fait. Ok. Non, le truc qui m'a vraiment attiré pour rester à Los Angeles, c'est un truc aussi con que la météo. Ça a vachement d'importance. Quand on serait bon, aujourd'hui, la météo a beaucoup changé. Hein, le climat, voilà, on a beau dire, voilà, mais ça change. Hein, ça a vraiment changé. Mais voilà, à l'époque, il pleuvait, je sais pas, 10 jours par an, c'est comme ça. Donc le soleil bleu, le ciel bleu tous les jours, le soleil, etc. Ouais, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil. Et c'est voilà, j'ai la vitamine que le soleil procure. Et pour moi, super important pour le mental. Donc c'était un des facteurs, ça a l'air con, mais c'est un des facteurs qui m'a donné envie de rester à Los Angeles. Et puis aussi, une autre qui m'attirait dans le monde d'Hollywood, c'était en France, bon ça a changé maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment la culture, c'était auteur-réalisateur. Ok. C'est-à-dire que c'était, en général, le réalisateur avait écrit son script, ou c'était vraiment, tu fais tes films d'auteur en fait, c'est vraiment le truc de film d'auteur. Et moi, j'avais passé toute ma vie plutôt du côté technique. Et donc, j'avais jamais eu le temps, c'est pas que ça me plaisait pas, mais jamais eu le temps de m'arrêter pendant 2, 3, 4 mois pour écrire un script ou pour travailler avec un scénariste pour écrire mon projet. Donc, j'étais plutôt dans la mentalité de faiseur, en fait. De me dire, voilà, mon métier, c'est de me réaliser. Réaliser, c'est quoi? C'est mettre en image quelque chose. Il y a des gens, mon métier, c'est scénariste. Donc, j'ai envie d'être appelé comme réalisateur. Et c'était plus le profil d'Hollywood, où tout est très compartimenté. Les scénaristes écrivent les scénarios et les réalisateurs réalisent. Donc ça correspondait beaucoup plus à ce que je voulais. Alors que maintenant, bon, ça a un peu changé. C'est-à-dire que maintenant, ici à Hollywood, ils aiment bien les réalisateurs qui écrivent leur script. Et en France, ils aiment bien aussi les réalisateurs qui font les scripts des autres. Ouais. Donc tout s'est un peu rééquilibré en l'espace de 20 ans en fait. Et vous trouvez que le cinéma français a pris en maturité dans la manière de faire, a pris en évolution par rapport quand vous voyez avant et maintenant? Est-ce que vous voyez la différence? Ah oui, carrément. À l'époque, quand j'ai fait Vidocq, Vidocq c'est un ovni. Hein. Vidocq ressemblait pas à un film français à l'époque. Okay. Je sais que la France était vachement divisée sur Vidocq. Il y avait des gens qui trouvaient que c'était vachement bien et des gens qui trouvaient que c'était horrible. C'est pas un film français, c'est quoi, ça fait américain, machin, etc. Et d'ailleurs, ce qui m'avait choqué à l'époque, il n'y avait pas que moi, Genet qui m'a dit la même chose. Vidocq, par exemple, n'a reçu aucune nomination pour les Césars. Étonnant. Même pas pour les costumes. Bon, moi c'était mon premier film. Donc, bon, je ne cherche pas forcément à avoir les accolades, mais au moins pour les autres, pour la qualité de la photo, la qualité des costumes, la qualité des décors, qu'il n'y ait pas un de ces gens qui étaient nominés pour les Césars. Voilà, c'était vraiment un truc, on ne veut pas de toi, quoi. Okay. Pour moi, c'est clairement, voilà, le cinéma que tu fais, c'est pas français. Ça vous intéresse pas. Au revoir. C'est le message que j'ai... dommage, c'est le message que j'ai reçu. Alors que maintenant, voilà, 25 ans après, je trouve que le panorama a vachement changé en France. Et les films de genre, qui à l'époque en France étaient regardés comme des films de merde, aujourd'hui en France, voilà, la France reconnaît maintenant largement les films de genre. Et ce qu'on voit dans ce qui sort dans les films télé, dans les séries, etc., voilà, ça a pris quand même du gain. Ouais. Même si la France continue à faire ces films que j'aime bien, hein, hors de question de dire
de dire du mal des films français. Mais la France était un petit peu limitative dans Ok, son genre. Alors ok, qu'aujourd'hui, voilà, elle ouvre un petit peu ses bras à d'autres trucs, ce que je trouve vraiment bien. ok, bien sûr. En tant qu'amoureux d'effets spéciaux, qu'est-ce que vous pensez d'Avatar? Comment c'est fait? Euh, la hype qu'il y a autour de ça, l'attente qu'il y a autour de ça. Comment vous voyez ce film-là? J'adore Avatar. C'est-à-dire que le Avatar, il y a un truc que je trouve extraordinaire sur Avatar, euh, c'est que Cameron a réussi à trouver un espèce de truc moyen, qui est que le film est juste parfait parce qu'il plaît à la fois aux gens qui sont pas sophistiqués et les gens qui sont sophistiqués en fait. Ok. Euh, euh, le scénario est très basique. Bon, je parle du premier par exemple. Le scénario c'est Pocahontas. C'est vraiment Ouais, ça. complètement. On sait exactement ce qui va se passer, mais on aime ça. C'est-à-dire que C'est haletant. c'est haletant. On sait que le mec il va mourir dans 3 minutes et on est content qu'il meure. On est content d'avoir su qu'il allait mourir. Donc c'est un truc où on est content de savoir ce qui se passe. On profite du spectacle. C'est vraiment un spectacle. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on profite du spectacle en profitant par tous les pores de la peau. Euh, euh, et le dernier Avatar, avec les trucs avec la flotte, Ouais. moi je l'ai vu en IMAX, en 3D et tout le truc. Et j'adore, quoi. C'est une expérience. Après, c'est surtout les gamins. Mais voilà, on plonge dans la flotte avec les personnages. Il y a un truc il y a une immersion que j'adore. Alors, je comprends qu'on n'aime pas, mais quand on aime, je trouve que il y a un côté charnel, d'expérience en fait, qui est forte. Et aussi dans l'évolution du cinéma et de comment on voit les films, ce mot expérience revient de plus en plus. Bien sûr. Où il y a 20 ans, on ne parlait pas d'une expérience cinématographique, on dit on voit un film. Aujourd'hui, on est sur un autre modèle, on est sur un modèle d'expérience. On veut avoir l'expérience de quelque chose, ressentir quelque chose. Ouais, Au l'innovation. travers, comment L'innovation, aller dans l'inconnu, aller dans l'inconnu, hein. complètement. Mais et puis ce côté presque tactile Hum, 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 de, hum, de, hum. euh, de rentrer dans un univers expérience, quoi. Je me répète, mais c'est vraiment expérience, hein. Ok. C'était bon à savoir parce que c'est vrai qu'Avatar a fait tellement de bruit que pour une personne comme vous qui êtes dans ce domaine-là, je me posais la question. Comme dans chaque fin d'interview avec Vision, euh, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un jeune réalisateur ou à une personne qui est dans le monde du cinéma, à un petit poste, et qui aspire en fait à quelque chose de grand et quel conseil pouvez lui donner comme ambition à avoir et surtout à garder sa flamme qu'il a au niveau de sa passion. Voir des films. Ok. Je crois que le premier truc, c'est voir des films. C'est voir des classiques. Euh, Aller au cinéma. Je pense qu'il est important d'être capable de voir des films dans différents formats. Alors, aujourd'hui, on a tendance à voir des films sur l'iPhone, sur l'iPad, sur un écran d'ordinateur, d'écran à la maison. Mais il faut être capable en tant que créateur, il faut être capable de voir un film, de comprendre comment on fait un film pour un téléphone. Mais je crois qu'il faut partir du classique et il faut comprendre ce que c'est qu'un film Ok. et comprendre la grammaire du cinéma, comprendre comment on fait passer une histoire, comment on réagit par rapport à des plans, comment on réagit par rapport à des montages, voilà, quelle est l'interaction qu'on a entre un spectateur et une image qu'on projette avec un son, etc. Et je pense que le premier travail, c'est arriver à comprendre ça. Mais on va chacun comprendre différemment, parce que Bien sûr. après, c'est qu'est-ce qu'on reçoit d'un film. Et je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi, parce qu'on est, on est un miroir, en fait. On a une culture de cinéma, d'histoire, de vie, de personnel, etc., qu'on assemble au fond de nous-mêmes et qu'après on projette. Et je pense que la première chose, c'est de comprendre ce mécanisme, de comprendre comment on récupère cette information, comment
récupère. Récupérer, c'est voir des films, première chose. C'est ouvrir ses yeux sur la vie, suivant ce qu'on veut faire. C'est ouvrir ses yeux sur les gens qu'on rencontre, sur l'air qu'on respire, voilà, avoir toutes ces informations pour être capable de les digérer et après les ressortir sous la forme d'un film, sous la forme d'un... Après, je pense que c'est l'expression de l'art en général, parce que qu'on la ressort après sur une peinture, sur une musique, mais ça passe par la digestion et par la compréhension de comment on appréhende les choses, comment on récupère toute l'information, après comment on les digère à l'intérieur, et comment on les ressort, et comment on essaie de comprendre comment les gens vont comprendre, en fait, comment les gens vont percevoir ce qu'on veut leur faire comprendre. Ok. Bah, sur ces belles paroles, on va conclure cette interview. C'était un plaisir de pouvoir vous interviewer. Un honneur. Parce que merci beaucoup. Vous êtes un chevalier des arts et des lettres, il faut le préciser. Il faut le dire. Donc il faut le dire, c'est très important. Et pour le Média Vision, c'était très important d'avoir une personne de votre calibre qui est très très puissant. Donc merci infiniment d'avoir répondu favorablement. Et puis pour un nouvel épisode de Vision, ça sera la prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Pitof. Un grand merci. Merci. Vision.